Africaines, Africains, vous, nos amis d'Europe, d'Asie, d'Amérique, vous qui êtes dans les îles des océans Indiens et Atlantiques, soyez les bienvenus. Votre serviteur est installé dans cet oratoire pour accompagner vos réflexions sur la dynamique, l'impulsion spéciale donnée aux relations diplomatiques entre les 3 étoiles polaires du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et la grande puissance internationale, la Fédération de Russie. Il n'a échappé à personne de ceux qui suivent l'actualité internationale africaine que les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à la tête d'une forte délégation de leurs gouvernements respectifs, se sont rendus en Fédération de Russie, où ils rencontrent actuellement les plus hautes autorités de ce pays pour développer, nous disent-ils, davantage la coopération engagée entre le pays de Dostoïevski et les pays de Boubou Hama, de Thomas Sankara, de Modibo Keïta. Il peut être intéressant d'aller en profondeur dans ce que nous avons entendu, dans ce qui est dit à l'occasion de cette visite, pour ressortir la signification profonde de ce grand tournant géopolitique et géostratégique auquel nous assistons. Car cette triple visite, cette visite à 3, n'est pas anodine. Elle est riche d'enseignements. Et c'est pour vous en parler que je me suis connecté ce soir. C'est le sujet principal. J'aborderai par la suite au pas de charge quelques informations que j'estime secondaires concernant l'actualité africaine. Alors, d'abord, la Fédération de Russie a une relation spéciale au continent africain. Il est important que nous la restituions afin que les jaloux maigrissent. De toutes les puissances, de toutes les grandes puissances occidentales, la Fédération de Russie se distingue par le fait qu'elle n'a pas participé aux 3 grandes atrocités perpétrées contre le peuple africain ces 600 dernières années. La traite négrière, la barbarie coloniale, les barbaries néocolonialistes et impérialistes, sans oublier l'implantation de despotes vassaux accroupis sous les intérêts des puissances étrangères occidentales et moyen-orientales et ensanglantant l'Afrique. Je recommence. De manière incontestable et historiquement, scientifiquement parlant, la Fédération de Russie, sous sa forme antérieure, l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou même l'Empire des Tsars, n'ont pas prospéré dans le kidnapping des Africains, à partir notamment du XVIe siècle, n'ont pas prospéré dans l'invasion barbare et terroriste des colons, à partir donc notamment des XVIIe, XVIIIe, et n'ont pas non plus prospéré dans l'organisation d'une mafia néocolonialiste et impérialiste et l'inféodation du continent africain à travers les instruments de la dette que sont la Banque mondiale, le FMI, les clubs de Paris, de Londres, de Bruxelles, etc., de Genève, la Fédération de Russie, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'Empire russe n'ont pas leur canif planté dans le dos des Africains. Écrivez ça. Tilana Yomi. Commencez d'abord par écrire la ligne 1. Nous ne leur devons pas et ils ne nous doivent pas notre sang. Quelle que soit la puissance de la propagande des impérialistes, des néocolonialistes, des colonialistes et des négriers d'Occident et du Moyen-Orient, quelle que soit leur propagande, elle ne pourra jamais maculer les relations afro-russes et bien de l'ignominie négrière
de l'ignominie coloniale, de l'ignominie néocoloniale et de l'ignominie impérialiste. Ça, c'est le premier point. Toute Africaine, tout Africain présent sur cette terre et qui est confronté à une discussion sur cette question et qui aurait un moindre faiblesse sont priés de venir voir le docteur des preuves pour être mis à jour. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est importante à noter dans la relation entre les Africains et la Russie. C'est que lorsque l'Afrique, écrasée par 5 siècles de domination, a engagé son redressement au milieu du XXe siècle en lançant des mouvements de libération, des mouvements d'indépendance, des mouvements d'autonomisation pour briser le joug des puissances négrières occidentales et moyen-orientales, coloniales occidentales et moyen-orientales, à partir notamment des années 40, les mouvements africains en lutte, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique australe, ont pu trouver régulièrement du soutien du côté des puissances du bloc de l'Est, et je cite notamment l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont le noyau est bien sûr la Russie. Je cite la République populaire de Chine, je cite la République populaire de Cuba, je cite alors à cette époque, après qu'elle ait émergé du colonialisme français, la République populaire d'Algérie. Ces pays qui appartenaient alors au bloc de l'Est anticolonialiste et anti-impérialiste volèrent concrètement au secours des mouvements de lutte africains, de l'African National Congress en Afrique du Sud, avec Umkhonto we Sizwe, la branche armée de la libération sud-africaine dirigée par le camarade Nelson Rolihlahla Mandela. La Fédération de Russie et les grandes nations du bloc socialiste vinrent au secours du mouvement pour la libération du Mozambique, le Frelimo, Front de libération du Mozambique. La Fédération de Russie, l'Union soviétique, le bloc de l'Est vint au secours du mouvement pour la libération de l'Angola, le mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, du brillantissime camarade Antonio Agostinho Neto Kilamba. Oui, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie, la République populaire de Chine, Cuba, vinrent au secours du PAIGC dirigé par le brillantissime Amilcar Cabral, le libérateur du Cabo Verde et de la Guinée-Bissau. Oui, les Africains de l'Union des populations du Cameroun purent compter sur un début de soutien de ce bloc de l'Est, du bloc soviétique, dans la lutte contre le colonialisme français pendant plus de 25 ans, entre 1948 notamment et 1971. C'est ainsi pareillement que le Front de libération nationale de l'Algérie pouvait compter sur la Fédération de Russie, anciennement Union des républiques socialistes soviétiques sur Cuba et consorts, le RDA en Afrique de l'Ouest avec les grands camarades Modibo Keïta, Ahmed Sékou Touré, Mamadou Dia et consorts devaient s'appuyer sur ce bloc pour tenter de sauver leur peau. Tel était le sort du camarade Muammar el-Kadhafi à la tête de la Jamahiriya arabe populaire socialiste libyenne à partir de 1969, après avoir renversé le féodal néocolonisé et impérialisé roi Idriss Ier. C'est encore la Fédération de Russie qu'on trouva pour soutenir le panafricaniste révolutionnaire pan-arabe Gamal Abdel Nasser,
Eh bien, en République populaire d'Égypte, oui, à Brazzaville, lorsque le camarade Ngouabi Marien menait la marche de ce peuple vers sa véritable autonomie, c'est encore avec l'appui de la Fédération de Russie, Union soviétique d'alors, de Cuba, de la Chine populaire, de Mao Tse-tung. Oui, la révolution congolaise menée par le grand héros national Patrice Emery Lumumba, dans les années 50 et 60, poursuivi par les camarades Pierre Moulele, reprise par le camarade Laurent Désiré Kabila le Mzé. Tout ceci ne fut possible qu'avec le soutien fraternel, révolutionnaire et anti-impérialiste des puissances du bloc de l'Est. Quand les Africains marchent dans le monde, ils ne peuvent pas considérer que toutes les puissances de ce monde se sont comportées envers eux comme s'est comporté au moment les plus cruciaux, les plus sombres de l'histoire. Eh bien, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la République populaire de Cuba, la République populaire de Chine et consorts. D'où vous observez que même quand il y a des soucis avec ces puissances, les Africains qui ont de la mémoire historique utilisent un ton fraternel. Je vous fais remarquer par exemple que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait remarquer à la Chine qu'il y avait des abus de sa part dans l'exploitation des ressources naturelles dans le Sahel. Mais vous remarquerez que le ton utilisé par le Mali, le Burkina Faso et le Niger est un ton modéré. Mais pourquoi? Parce que la République populaire de Chine a aidé les mouvements de libération africains. Les Africains de tradition ne sont pas des ingrats. Quelqu'un a dit que l'ingratitude était une maladie non transmissible à l'homme. Mais c'est celui qui l'a dit qui n'est plus humain. Car si on est humain sur cette terre des hommes, on sait que la civilisation la plus hospitalière qu'il y ait sur la terre, c'est la civilisation négro-africaine. Qui dit civilisation la plus hospitalière, dit par conséquent civilisation la plus reconnaissante. Par contre, Monsieur Sarkozy, venez ici. Quelle est la civilisation la plus barbare et la plus sauvage? Monsieur Sarkozy, quelle est la civilisation la plus barbare et la plus sauvage que l'on connaisse sur la terre? Eh bien, dans l'histoire. Monsieur Sarkozy, je vous donne la parole. Vous êtes mieux placé pour en parler parce que vous êtes vous-même l'un des responsables de cette barbarie et de cette sauvagerie. On va vous donner la parole. Eh bien, entre deux de vos bracelets électroniques favoris. Monsieur Sarkozy, quelle est la civilisation la plus barbare et la plus sauvage? Allez-y. Je vais vous dire une chose. Oui, qu'est-ce que vous dites? L'Europe, de tous les continents du monde, ouais, est le continent le plus brutal, ouais, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Ah bon? C'est l'Europe. Ah, d'accord. Et je vais vous dire autre chose. Non, c'est bon, monsieur Sarkozy, c'est bon. Donc, quel que soit le débat dans lequel une Africaine ou un Africain est sur cette terre, on ne peut pas l'amener à poser sur le même pied de la balance, sur la même échelle d'une balance. L'attitude des anciennes puissances du bloc dit de l'Est envers l'Afrique et l'attitude des puissances négrières, des puissances coloniales, des puissances néocoloniales et impérialistes envers l'Afrique. Il n'y a pas de puissance parfaite. Je ne vous dis pas que la Russie soit un pays de saint, de pur. Un tel pays n'existe pas sur la terre. Vous et moi qui sommes ici, on n'est ni saint ni pur. Je ne l'ai pas dit de la Chine. Je ne dis pas cela de Cuba. Je ne dis pas que ce sont des paradis sur terre. Ce n'est pas cela mon propos. Mais je dis qu'envers nous, les Africains, ces pays-là se sont comportés d'une manière inoubliable. Tout Africain qui a une culture historique, une culture politique fondamentale, ne traite pas de la même façon la puissance russe, la puissance chinoise, la puissance cubaine sur le sol africain. Parce que nous, Africains, nous sommes une civilisation de la reconnaissance, de la gratitude. Et nous sommes une civilisation de la mémoire longue. Nous avons la mémoire très longue et très profonde. Ça, c'est la deuxième idée qu'il faut noter.
dans les relations entre l'Afrique et la Russie, n'oubliez pas qu'il y a le témoignage de l'histoire. On essaiera de vous faire oublier cela. On essaiera de vous parler de Wagner, 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 Wagner. Mais là encore, troisième argument. Quels que soient ceux qui viennent vous parler de Wagner, Wagner a volé ici, Wagner a pillé là. Dites-leur, faisons la somme des prédations attribuées par vous à la milice Wagner. On met ça sur un côté de la balance et on fait la somme de vos prédations. Les prédations des multinationales françaises, les prédations des multinationales britanniques, les prédations des multinationales américaines, les prédations des multinationales du Moyen-Orient. On fait la somme et on compare à ce que vous-même, selon vos calculs, attribuez à Wagner. Et on verra encore une chose, c'est que ce que Wagner a fait, Wagner qui n'est pas un groupe d'enfants de cœur qui viendrait défendre les Africains sans que les Africains les payent. Ce que Wagner a fait n'est rien. Ce que Wagner a pris n'est rien à côté de tout ce que vous avez ramassé et que vous ramassez encore. Il est important de rappeler aux puissances occidentales et moyen-orientales que les quantités de matières premières qu'elles ont prises en Afrique depuis plusieurs siècles n'ont même pas été entièrement comptées. Les Africains sont loin de savoir la quantité réelle d'or qui a été volée, la quantité réelle de pétrole qui a été volée sur leur sol, la quantité réelle de diamants, de cobalt, de manganèse, de lithium qui est volée en Afrique, la quantité réelle de coltan, de gaz qui est volée en Afrique, de bois qui est volé en Afrique depuis plusieurs siècles. Elle n'est même pas encore évaluée. Et rien de tout cela n'a été réparé, ni par l'Occident, ni par le Moyen-Orient. Donc, si on va vraiment à un bilan chiffré, statistique, ça ne tient pas debout. Demandez le bilan. Demandez à ceux qui veulent entrer en concurrence avec les Russes, les Chinois, etc. Demandez-leur de venir avec le bilan de leur prédation. Par exemple, demandez à toutes ces puissances occidentales de dire d'où viennent leurs réserves d'or. Ces puissances-là sont parmi les meilleures réserves d'or bancaires au monde. Qu'elles viennent nous expliquer d'où vient leur or. En attendant, nous, on a un ancien président français qui a été élu 2 fois président ici en France et qui va nous dire d'où vient l'argent que nous avons ici en France. Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que les Français ont en France? Voilà. Monsieur Chirac, d'où vient cet argent? Parce que vous en avez beaucoup profité. Le président Gbagbo même disait comment vous le lui demandiez. Parce que vous savez que l'Afrique est riche. Allons-y. D'où vient l'argent qu'on a en France? Allons-y, monsieur Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Ça, c'est le 3e point, ce que j'appelle l'argument statistique. Venez avec les quantités que vous avez prises. Venez qu'on calcule ce que vous avez pris, et puis on va comparer ça à Wagner. Si vous n'êtes pas prêt à faire cette comparaison, circulez. Ne vous mêlez pas de nos affaires en Afrique. On gère nos affaires comme nous voulons. Si nous perdons, c'est nous qui perdons. Ce n'est pas vous. Hein? Si nous perdons, c'est nous qui perdons. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre problème. Quelqu'un gère ses affaires, il ne t'a pas appelé, il ne t'a rien demandé. Tu viens lui dire, oh, fais attention. Hein, celui-là, tu vas faire des affaires avec lui, tu vas avoir des problèmes. Ne fais pas des affaires avec lui. Qui t'a sonné? Ce sont tes affaires? Si lui, il perd dans ses affaires, est-ce qu'il va venir te demander quelque chose? On passe au quatrième argument qui est très important dans ces relations. Les relations internationales entre l'Afrique et la Fédération de Russie. 4e idée. Les Africains doivent maîtriser ces idées que je vous donne. 1. L'argument de la mémoire historique. Négrière, coloniale, néocoloniale. On ne leur reproche pas ça. 2. L'argument de l'assistance dans la lutte anticolonialiste, anti-impérialiste. Ce sont des frères d'armes des Africains.
pour les libérer. 3. L'argument de la cupidité mesurée de ces gens-là par rapport aux puissances occidentales et à leurs multinationales, puissances moyen-orientales, qui ont été elles-mêmes aussi des puissances négrières, coloniales, très criminelles en Afrique, comme elles le continuent. Je rappelle que, par exemple, le Qatar a participé au saccage de la Libye et à l'assassinat de Kadhafi. L'armée de Qatar, le Qatar que vous voyez là, il est l'un des responsables du désordre au Sahel. Bon. 4e argument. 4e argument. On va s'intéresser maintenant à l'attitude envers l'Afrique dans les relations internationales, l'attitude diplomatique envers l'Afrique. Mais écoutez, chaque fois que l'Afrique ou un pays africain a échappé au couperet, à la guillotine d'une grande puissance impérialiste, d'une grande puissance néocolonialiste, au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, quelles sont les puissances qui ont utilisé leur droit de veto pour protéger un pays africain? Je vous laisse écrire les noms vous-même. J'appelle le 4e argument l'argument diplomatique. L'Afrique a pu compter à des moments décisifs de son histoire diplomatique sur la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous savez que si la Russie et la Chine n'avaient pas leur droit de veto aux Nations Unies, une résolution permettant d'attaquer le Niger, le Mali, le Burkina, cette résolution aurait été votée à l'ONU depuis? Une coalition simiesque, criminelle, comme celle qui a dévasté la Libye, vous ne savez pas que les grandes puissances occidentales, là, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, allaient monter cette coalition comme ils ont fait pour détruire la Libye, détruire l'Irak, etc. La moindre résolution des Nations Unies qui serait sortie en faveur de l'idée que le Mali, le Burkina Faso et le Niger constituent une menace pour l'ordre international. Est-ce que vous savez que les grandes puissances occidentales ont cherché depuis maintenant pratiquement 5 ans à utiliser le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de San Francisco, d'obtenir même une demi-résolution présentant le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme des menaces à l'ordre international? Vous savez, selon le chapitre 7 de la Charte, le titre 7 de la Charte, eh bien, de l'ONU, il est dit que dès qu'il est établi qu'un pays constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale, l'ONU peut voter une résolution permettant à des puissances d'aller réduire le régime politique de ce pays-là en poussière. Mais qui a empêché qu'une telle résolution passe? La Russie et la Chine. Enfin, j'ajoute un argument supplémentaire. C'est l'argument de la qualité du transfert des technologies. La qualité du transfert de technologies. Quand vous comparez les transferts de compétences en matière technologique qui ont été opérés de la Russie vers l'Afrique à ceux qui ont été opérés de l'Occident vers l'Afrique, il n'y a pas photo. Quand vous regardez les transferts de technologie en matière de dotation d'armement qui ont été opérés de l'Occident vers l'Afrique, vous les comparez à ceux qui sont faits de la Russie vers l'Afrique, il n'y a pas photo. Les ingénieurs, les médecins, etc., les cadres les plus opérationnels, les agronomes africains ont été plus facilement et plus rapidement formés, préparés en Russie à venir travailler en Afrique, en Chine pareillement, qu'en Occident. Il a été plus facile aux armées africaines de s'équiper en armes grâce à la Russie, grâce à la Chine, que grâce aux puissances occidentales qui voulaient maintenir les pays africains en situation de faiblesse pour pouvoir continuer à les exploiter. Vous devez savoir tout cela. La qualité de transfert de technologie est telle que... Mais le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont bientôt avoir leurs satellites. Alors qu'ils sont depuis plus de 60 ans avec la France comme partenaire privilégié avec 0 satellite. L'Angola a déjà au moins 2 satellites en orbite grâce à sa coopération avec la Russie, avec Roscosmos. Le Burkina Faso, que vous voyez là, se prépare avec le Mali et le Niger à construire des centrales nucléaires pour pouvoir exploiter sur place l'uranium et sortir le pays de la dépendance énergétique. Sortir le Sahel de la dépendance énergétique.
Il est important que vous sachiez ces choses-là. Et avec la Fédération de Russie ou la République populaire de Chine, les investissements de dernier cri sont réalisés en un temps record. C'est le 6e argument. Et je viens au 7e argument qui est extrêmement important. C'est qu'en réalité, ces pays-là n'ont pas la prétention de civiliser les Africains. La Russie, la Chine ne viennent pas en Afrique nous expliquer qui doit se marier avec qui. Ils ne viennent pas en Afrique nous imposer leur compréhension des droits humains. Ils ne viennent pas en Afrique nous imposer leurs critères de bonne gouvernance. Ils ne viennent pas en Afrique nous imposer leur croissance, leur taux de croissance comme étant le dogme fondamental de la santé économique. Ils ne viennent pas avec des normes toutes faites qu'ils viennent imposer aux Africains. Ils laissent les Africains éprouver leurs propres normes et encouragent les Africains à développer des initiatives autonomes parce qu'ils souhaiteraient une Afrique suffisamment autonome pour pouvoir avoir des relations mutuellement bénéfiques. Et c'est ça la logique du monde multipolaire. Donc, le 7e argument ici, il faut que tout le monde le comprenne très bien. Ces pays-là sont vraiment, non pas dans une relation d'égal à égal, ce serait abusif, mais ils sont dans une relation dans laquelle a été acceptée l'idée que c'est l'amélioration des conditions de vie des Africains qui va en faire de bons partenaires pour la Fédération de Russie ou pour la Chine. Bon, regardez les infrastructures accomplies sur le continent africain en un temps record par la Chine. Regardez ce que la Chine a réalisé en Afrique en moins de 30 ans. En moins de 30 ans, elle a réalisé ce que l'Occident n'a pas réalisé en Afrique en 300 ans. Le différentiel d'opérationnalité et d'efficacité convainc les Africains que la coopération gagnant-gagnant avec ces puissances est bien meilleure que la coopération gagnant-perdant systématique avec l'Occident. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, entre la France et les pays de la zone UEMOA, il y a un excédent commercial de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros en faveur de la France. Dites-moi, mais si les pays de l'UEMOA sont des pays pauvres et que la France est un pays riche, comment peut-on expliquer que le pays riche réussisse à gagner 2 milliards de bénéfices au contact des pays pauvres, qui eux sont déficitaires? Non, je recommence la question. Quelqu'un te dit que tu es pauvre, mais après, quand tu le regardes, tu te rends compte qu'il est riche grâce à toi. Le problème est le suivant. Comment peux-tu être pauvre si c'est grâce à toi que l'autre est riche? C'est la question posée par l'Afrique. C'est l'objection africaine. On ne peut pas considérer l'Afrique comme pauvre alors qu'on s'enrichit à ses détriments. De deux choses l'une. Soit l'Afrique est pauvre, et dans ce cas, vous ne pouvez pas vous enrichir en exploitant l'Afrique. Soit l'Afrique est riche, et c'est pour cela que vous vous enrichissez en exploitant l'Afrique. Or, on voit bien que vous vous enrichissez en exploitant l'Afrique, donc l'Afrique est riche. Donc, voilà le cadre théorique général dans lequel il faut comprendre les relations russo-africaines et comprendre les relations entre les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la Fédération de Russie. Je voulais commencer par ce cadre général. Maintenant, j'entre dans des aspects particuliers, des choses qu'il faut vraiment méditer et qui concernent spécialement les pays de l'AES. Alors, la coopération entre les pays de l'AES et la Fédération de Russie passe à un niveau supérieur. Si on devait utiliser le langage des mathématiques scalaires, on passe ici à une échelle supérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des efforts d'intégration accélérés entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger au niveau militaire, intégration accélérée en cours au niveau économique, intégration accélérée au niveau de la communication, de l'audiovisuel, intégration accélérée au niveau du renseignement stratégique, intégration accélérée au niveau, par exemple, des transports, intégration accélérée au niveau de la mobilité des populations. Il s'ensuit que le partenaire essentiel qu'est la Russie a besoin de son côté de mener des politiques qui tiennent compte de cette convergence. C'est la première raison. C'est-à-dire que la Russie, désormais, en réalité,
va entrer dans une coopération avec un État de taille comparable à elle. De taille relativement comparable à elle. Parce que quand vous additionnez le Mali, le Burkina, le Niger, ça donne un État sous-continent. Et la Russie, donc, prend maintenant toutes les dispositions pour pouvoir entrer dans une coopération d'État sous-continent à État sous-continent. C'est-à-dire que la Russie se rend compte que pour coopérer efficacement maintenant avec l'AES, elle-même, elle doit élever le niveau. Parce que l'AES, son niveau est élevé. Vous comprenez? Donc, les deux administrations se sont rencontrées pour passer à cette augmentation d'échelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est tout aussi important. Pourquoi cette rencontre quadripartite? Pourquoi cette rencontre quadripartite? Mais la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est en fait la grande barrière de défense de l'Afrique noire. C'est la muraille de l'Afrique noire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis si vous oubliez que le plan de l'OTAN était d'envahir l'Afrique noire à partir de la déstabilisation de l'Afrique du Nord. On a cassé la Libye. On a armé Al-Qaïda et l'État islamique pour que le Sahel soit déstabilisé. Ensuite, le golfe de Guinée. Ensuite, le bassin du Congo, le Grand Congo. Ensuite, on finit avec l'Afrique du Sud. L'objectif était de faire de tout le continent africain un continent fragile, en insécurité permanente, par conséquent obligé d'accepter le pillage continu de ses ressources, de ses matières premières. C'est ça le plan de l'OTAN. Or, ce plan a été interrompu quand l'Alliance des États du Sahel est apparue. Elle a balafré le plan en deux. Cette alliance a opéré véritablement comme une takuba, une épée guerrière. Cette alliance a freiné le plan de l'OTAN qui était en fait de relier par l'insécurité l'Afrique du Nord avec l'Afrique centrale. Al-Qaïda et l'État islamique ont été envoyés en mission au Sahel pour créer un taux d'insécurité uniforme sur tout le continent africain, de telle façon que les dirigeants africains soient obligés de passer par la Banque mondiale, de passer par le FMI, de passer par l'OTAN, de passer par l'Union européenne pour le moindre des projets qu'ils doivent réaliser. C'est ce qui donne des choses ubuesques comme la situation du Sénégal, qui en est à solliciter 15 millions d'euros auprès de l'Union européenne pour sécuriser, soi-disant, sa frontière avec le Mali. Des choses incongrues comme cela, nous étions presque condamnés à les voir se reproduire tant qu'on n'arrêtait pas le plan de déstabilisation du continent africain par l'OTAN. Vous comprenez? Donc, l'AES que vous voyez là, l'AES est la muraille stratégique de l'Afrique noire. L'AES est le verrou qui désormais protège l'Afrique noire et défend l'Afrique noire contre le plan de prédation qui a été ourdi contre elle. La Russie prend donc conscience du fait qu'elle doit aider ce grand allié, cet État sous-continental en gestation, l'État sahélien. La Russie se rend compte qu'elle doit l'aider à avoir une défense à la hauteur de ses ambitions. Parce qu'il s'agit plus simplement de la défense du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il s'agit désormais de la défense du Sahel. Et cette défense du Sahel est un élément important pour empêcher la déstabilisation du golfe de Guinée. C'est un élément important pour empêcher le dépaissage continu du Congo, du bassin du Congo, pour empêcher l'effondrement de l'Afrique du Sud. Je vous fais remarquer au passage que l'Occident politique, notamment les États-Unis, même sous Trump, est en train d'augmenter la pression sur l'Afrique du Sud. Vous avez vu comment ils ont renvoyé comme un malpropre l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis. Il y a une pression énorme sur l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que c'est un pays de réserve stratégique, c'est un pays de l'or, c'est un pays du diamant, c'est un pays de l'uranium, c'est un pays du cuivre, c'est un pays du cobalt, etc. L'Occident panique parce qu'en fait, à un moment donné, il va y avoir de sérieux problèmes d'approvisionnement en matières premières. Ces problèmes d'approvisionnement en matières premières ne sont pas ceux de la Russie. La Russie, qui est un État-continent, même pas sous-continent, mais un État-continent, dispose de réserves de matières premières stratégiques importantes, y compris l'uranium. D'accord? Elle n'est pas dans la même situation que l'Europe de l'Ouest, ou même les États-Unis. La Russie n'est pas dans la même situation. Donc, dans le cas d'espèce, on veut maintenir l'Afrique sous pression parce que les matières premières stratégiques africaines sont les seules qui puissent potentiellement permettre à l'industrie occidentale, j'entends par là européenne et américaine, de se maintenir à niveau. Parce que sous le sol européen, il n'y a pas d'uranium,
Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas de coltan, il n'y a pas de lithium. Sous le sol de l'Occident, il n'y a pas les matières premières stratégiques grâce auxquelles fonctionne l'industrie, la métallurgie, la sidérurgie. La haute technologie occidentale est dépendante des matières premières non occidentales et principalement africaines. Donc, il faut que vous compreniez ce qui se passe. Cette rencontre entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger a pour but précisément d'élever le niveau de coopération militaire, niveau de coopération technologique, niveau de coopération scientifique, niveau de coopération stratégique. On a un troisième point qui est extrêmement important ici. En cette année 2025, toute l'Afrique regarde le Mali, le Burkina Faso et le Niger et les attend vers la prochaine réforme révolutionnaire qu'ils ont eux-mêmes annoncée par plusieurs fois ces 2 dernières années. Vous la connaissez. Quelle est la réforme révolutionnaire qui est attendue par tous les Africains? En Afrique, anciennement colonie française ou territoire sous tutelle française. Quelle est la réforme? Quelle est la réforme qui est attendue? Quelle est la réforme qui va doucher définitivement les rêves de ceux qui ont construit leur puissance sur l'exploitation de 15 pays africains? Cette réforme, c'est la suppression, c'est l'abandon du franc CFA. Or, la Russie est une puissance qui a une très ancienne tradition monétaire. Par conséquent, c'est vraiment une partenaire de choix dans le retour de l'Afrique à la souveraineté monétaire. Du point de vue de la Fédération de Russie, le retour de l'Afrique à la souveraineté monétaire est une condition même de l'efficacité de son action en Afrique. Car lorsque tu possèdes ta propre monnaie, tes partenaires sont obligés d'acheter tes richesses en utilisant ta monnaie. Et en utilisant ta propre monnaie, tes partenaires sont donc obligés de créditer ton économie. Quand la Russie aura en face d'elle le Mali, le Burkina Faso, le Niger, rassemblés en confédération, voire en fédération, ayant une seule et même monnaie, le Sahel. Mais la Russie va acheter l'uranium, l'or, le manganèse, le cobalt, les diamants du Sahel en monnaie Sahel. Elle va acheter en monnaie Sahel, ce qui fait que les Sahéliens vont avoir de l'argent pour pouvoir commercer avec tous ceux qui sont intéressés justement par leur richesse. Parce que plus l'autre crédite ton économie en utilisant ta monnaie, plus tu as des réserves de change pour faire des affaires avec les autres. Puisque ta monnaie devient prisée par plusieurs économies, ceci te permet de valoriser tes produits. Cela te permet d'utiliser ce qu'on appelle le fameux taux directeur pour tirer chaque fois en fonction des fluctuations du marché le meilleur profit de ta monnaie. La possession d'une monnaie est une condition essentielle pour se développer. Car c'est quand tu es le maître de ta monnaie que tu peux l'ajuster en fonction de l'évolution du marché pour pouvoir en tirer le plus grand bénéfice pour ton système économique. Quand tu as ta propre monnaie, tu valorises en fait ta production. Puisqu'on achète ta production dans ta monnaie ainsi est renforcée et elle te permet d'avoir des réserves de change extrêmement importantes. Donc, la Russie, la Chine, tous ces pays ont intérêt à voir l'Afrique sortir du CFA. Et les travaux préparatoires que nous avons vus indiquent l'accélération de cette échéance. Alors, les autorités sahéliennes étant des personnalités très averties, savent que c'est un processus qu'il faut mener de manière scientifique, de manière rigoureuse, pour ne pas s'aliéner une société frileuse et parfois manipulée par la propagande néocolonialiste et impérialiste. Et c'est pour cela que les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens prennent le temps nécessaire à la décision irréversible. Mais cette décision, j'en suis convaincu, va tomber. Elle va incessamment tomber parce que l'accélération de ces travaux me laisse penser que la décision est proche. Nous devons y être prêts en tant que société civile africaine et même de diaspora. Nous devons accompagner ce processus de réappropriation monétaire. Et nous devons continuer à nous donner les moyens
intellectuelle de bien apprécier les difficultés qui vont apparaître, les étapes par lesquelles on va passer et les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, ils se sont retrouvés. Enfin, il y a une autre raison que j'ajouterais. Ces retrouvailles eh bien, de Moscou, mais sont en rapport avec les préparatifs suspects de la CEDEAO. La CEDEAO, qui est le bras armé du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest, vous l'avez vu déterminé à armer des gens supposément pour combattre le terrorisme, alors même que les pays de la CEDEAO sont les principales bases arrières des individualités et des organisations terroristes. Je voudrais rappeler ici que le Sénégal continue d'héberger l'ambassadeur d'Ukraine qui a avoué avoir organisé le massacre des soldats maliens à la fin du mois de juillet 2024 à Tinzaouaten, au nord du Mali. Et il a avoué cela aux côtés d'un autre officiel ukrainien en disant qu'ils ont agi de concert avec les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Je vous rappelle que la Mauritanie, c'est un fait connu, est une base arrière de ces organisations terroristes puisque plusieurs chefs terroristes ont le gîte, le couvert et même l'hôpital en Mauritanie. Quant à l'Algérie, eh bien, c'est un secret de polichinelle. L'Algérie, c'est leur village naturel. L'OTAN y héberge tranquillement ses chefs terroristes avec la complicité du pouvoir corrompu des généraux algériens et la vie continue. La Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara est devenue un hub des puissances parraines du terrorisme. D'ailleurs, les organisations terroristes n'hésitent pas, quand elles sont en difficulté au Burkina, à s'enfuir en Côte d'Ivoire où elles bénéficient du répit pour se reconstituer. On a vu la situation critique des relations bénino-nigériennes, parce que le Niger, en réalité, a fait dans le laxisme envers les puissances parraines des organisations terroristes. On voit aujourd'hui pourquoi le Niger sort de la force mixte internationale à cause de l'ambiguïté du Nigeria, qui continue à coopérer avec les parrains des organisations terroristes et de prétendre d'un autre côté qu'il veut lutter contre le terrorisme aux côtés du Niger et du Tchad. On voit beaucoup d'autres pays, c'est le cas de pays comme le Cameroun, le Bénin, le Togo, etc., qui sont dans l'ambiguïté stratégique totale. Dans ces conditions, il était important que les pays de l'AES, avec leurs grands alliés russes, renforcent le dispositif pour contrecarrer les plans de déstabilisation qui sont ourdis actuellement à partir des pays noyautés par l'impérialisme et le néocolonialisme et qui gangrènent de groupes terroristes les frontières de l'Alliance des États du Sahel. Mais voilà la profondeur à laquelle on peut imaginer que les travaux de Moscou sont allés. Donc, mes chers amis, j'ai fini pour ma part de vous donner ce que je considère vraiment comme l'arrière-fond du ballet diplomatique auquel nous avons assisté. Donc, en conclusion, les relations entre la Fédération de Russie et la Confédération des États du Sahel passent à un niveau supérieur. Ces relations, désormais, anticipent sur les grandes menaces systémiques mises en place par le néocolonialisme, l'impérialisme occidentaux et moyen-orientaux et leurs laquais de la sous-région africaine. Ces rencontres ont pour but de préparer les révolutions imminentes, la révolution monétaire, la fin du CFA au Sahel, l'émergence de la monnaie Sahel. Ces rencontres ont pour but d'anticiper sur les facteurs de trouble, les déstabilisations immanquables qui vont venir à partir de ces États voisins. C'est l'ensemble de ces menaces qui pèsent à l'horizon qui ont fait l'objet de cette réunion anticipée de haut niveau. Et les conclusions que nous avons lues, qui sont publiées dans la presse, nous permettent, à partir de notre habitude de la pratique politique, de reconstituer ce que nous vous avons dit.